Écoute, c'est très vrai. En 1960, à l'indépendance, nous étions 15 millions. En 1885, c'est-à-dire quand on accède à la conférence de Berlin, nous étions 10 millions. Sur les 15 millions Congolais sur le sol, 55% étaient des Angolais. Les 15 millions de populations recensées sur le sol congolais, 55% étaient Angolais. Moi, c'est ce qui me dérange. C'est-à-dire que c'est une décision prise apparemment par une personne et ça passe à l'exécution. La République démocratique du Congo, ce n'est pas ça. La République démocratique du Congo est dirigée par 4 personnes. Le chef d'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas le garant de la nation. C'est une violation de la Constitution, croire qu'on est garant de la nation. Non, non. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Dans la tête des Américains, sont des prisonniers. On dit, nous, on n'a pas de prison pour garder ces gens-là. Allez, on va vous mettre en prison dans un pays d'Afrique. Le temps qu'on traite votre dossier. Bon, moi, j'avais déjà donné ma position. Hein. J'avais déjà dit que le peuple congolais, il est souverain. L'article 5 de notre Constitution, le pouvoir appartient au peuple congolais de décider sur certaines questions. Bon, ces gens-là, du fait qu'ils ne sont... La RDC n'est pas le pays frontalier. Ils ne seront pas pris en charge par le HCR. Donc, ce ne sont pas des réfugiés. Bon, les États-Unis, c'est un pays des immigrés. Mais quand les États-Unis doivent commencer à chasser les gens, à chasser les immigrés, il y a un problème. Bon, ce sont des citoyens du monde. Hein. Au cas où ils mourraient ici, leur pays d'origine va nous traduire en justice. Bon. Depuis un temps, ce régime nous a appris qu'on ne respecte pas la procédure. Nous avons suivi notre chef du gouvernement, n'est pas au courant, ne connaît pas qui sont-ils, ils seront là pour combien de temps. Bon, là encore, on a un problème constitutionnel. Notre constitution indique que si tu viens au Congo et que tu as l'âge majeur de 18 ans, tu peux réclamer la nationalité. Et tu auras ce qu'on appelle la nationalité d'acquisition. Ceux qui vont naître ici deviendront d'office des Congolais de père et de mère, parce qu'ils sont nés sur le sol congolais. Bon, le deal qui s'est fait, comme si c'est de la commission, comme si c'est de l'affairisme, ça dilue au fait la puissance de l'État. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Personne ne va réclamer, nous sommes de l'opposition non institutionnelle. Aucun député, ni de l'opposition, ni quoi peut poser la question. Donc, même l'Assemblée nationale, on ne sait plus qu'est-ce que ça fait. J'avais dit que j'aurais voulu que cette matière soit traitée d'abord en amont au Parlement. Mais nous nous rendons compte que la question n'est pas traitée au Parlement et la question n'est pas traitée au gouvernement. Parce que notre Premier ministre nous a démontré qu'elle ne maîtrise pas les dossiers. À ce niveau-là, c'est le commentaire qu'on peut faire. Lorsque les États-Unis nous saisissent, ça passe par les affaires étrangères. Madame Kaikwamba devrait se rendre au Parlement pour dire voilà les dossiers que j'ai. Mais avant qu'elle aille là-bas, voici la procédure. Vous inscrivez la matière au secrétariat général du gouvernement. On programme la matière au Conseil des ministres. La question devrait être discutée au Conseil des ministres. C'est comme lorsque vous êtes nommé, hein, même par ordonnance, tant que ce n'est pas publié au journal officiel ou lu à la RTNC, vous n'êtes pas encore nommé. Et donc, on devrait entendre le communiqué, enfin le compte-rendu du gouvernement de Mouyaya, nous énoncer cela et dire que c'est envoyé au Parlement pour discussion et approbation. Et de là, on envoie à la Cour constitutionnelle. Ça se là qu'on devrait les accueillir. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre comme si de la blague. Je te dis que derrière eux, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais je te dis s'ils mouraient ici. Il faut quand même expliquer. Ce sont des citoyens du monde. Ne croyez même si les Américains les envoient ici, dans la tête des Américains, sont des prisonniers. On dit, nous, on n'a pas de prison pour garder ces gens-là. Allez, on va vous mettre en prison dans un pays d'Afrique. Le temps qu'on traite votre dossier. Or, l'Américain, quand il se débarrasse comme ça, il se souviendra de ça depuis quand? Qui lui fera la pression?
Bon, dans un premier temps, l'Amérique dit qu'il a donné l'argent, ils seront nourris ici par la République démocratique du Congo. Oui, mais ils ont donné un montant. Vous pensez qu'ils vont continuer à relever? Si ces gens-là faisaient 10 ans ici, qu'est-ce que vous allez faire? Presque chaque famille en Afrique a un immigré. Donc on connaît ce qui se passe. Après un moment, on va les abandonner. Ici, on va les oublier. À l'hôtel, on va couper l'eau. Quand on ne va pas payer la chambre, c'est fini. Ils vont... Quand nous serons à la Coupe du Monde, toute l'intelligence et l'émotion, le suivi des dossiers, nous tous, nous allons suivre la Coupe du Monde pour soutenir notre équipe nationale qui va s'occuper de ces immigrés-là. Vous allez commencer à les voir bientôt dans la cité. Ils vont engrosser ici. Ils vont vivre ici. C'est tout. Et j'avais dit que nous sommes un pays, nous aussi, nous sommes un pays d'immigrés. Si les Pygmées sont les premiers immigrés arrivés ici, voilà les derniers Congolais qui sont en train d'arriver comme immigrés. C'est une aberration de considérer que quand quelqu'un est rwandais ou quand quelque chose vient du Rwanda, ça constitue un danger. Écoute, en 1960, à l'indépendance, nous étions 15 millions. En 1885, c'est-à-dire quand on accède à la conférence de Berlin, nous étions 10 millions. Je t'ai dit, c'est très vrai. Sur les 15 millions Congolais sur le sol, 55% étaient des Angolais. Je t'informe. Va étudier les différents mouvements migratoires en RDC. Tu verras que le jour où on a eu l'indépendance, les 15 millions de populations recensées sur le sol congolais, 55% étaient angolais. Mais vous n'en parlez pas. Vous voyez toujours le Rwanda. Et quand je vous dis que c'est dangereux de réfléchir comme ça, on commence à fustiger tout le monde. Bon, ça peut commencer les Équatoriens, on peut commencer les Boliviens, les Colombiens, comme vous voulez. Mais ils peuvent devenir aussi des mercenaires ici. Il y a beaucoup de questions. Ne négligez pas cet aspect-là. Au fait, qu'est-ce qu'on dit? Les chats échaudés. En 1994, on a réussi des Rwandais ici. Ça nous fait 30 ans, combien de millions de morts? Et ces gens-là continuent à être armés. Les EDF sont venus ici depuis 1980. EDF, ceux qui tuent à Béni. Quand le régime de Idi Amin commençait à tomber, les EDF sont les hommes d'Idi Amin. Que les gens d'Obote ont chassé et puis que Museveni a chassé. Combien de pertes de vies humaines autour de ces gens? Enfin, ces régimes ici, et ils ont la chance, vraiment ils ont la chance, parce que tout ce qu'ils font, c'est toléré. J'ai même suivi un des communicateurs qui dit que ce ne sont pas des immigrés, ce sont des investisseurs. Bon, gloire à Dieu, aussi parmi eux, il y a des médecins, il y a des polytechniciens. Nous aurons la chance au moins d'accueillir. Mais je te dis que ça, c'est le premier vent. Tu sais que Trump est en train de menacer aussi de récupérer Gaza. Et les Gazaouites, ils cherchent un pays pour les déverser. Ne soyez pas étonnés que ce soit demain ici. Hein. Maintenant, le problème, c'est que lorsque les autorités terriennes, donc les chefs coutumiers, n'ont pas été associés à ces gens-là, l'autorité politico-administrative, bourgmestre, gouverneur, tout ça, celui qui représente la nation, celui qui représente le peuple congolais, c'est les députés. Il n'y a pas de discussion. Ils sont installés à Kinshasa. On n'a pas senti l'Assemblée provinciale discuter sur cette matière. Moi, c'est ce qui me dérange. C'est-à-dire que c'est une décision prise apparemment par une personne et ça passe à l'exécution. La République démocratique du Congo, ce n'est pas ça. La République démocratique du Congo est dirigée par 4 personnes. Le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas le garant de la nation. C'est une violation de la Constitution. Croire qu'on est garant de la nation. Non, non. Il est garant du bon fonctionnement des institutions. Bon, je crois que moi, ce qui me préoccupe, ce que je souhaite en urgence, c'est les questions humanitaires qui est soutenu, qui est discuté à Doha. La France est derrière ça et quelques nations européennes. Ça dit quoi? On voudrait que l'aéroport de Goma et l'aéroport de Bukavu puissent s'ouvrir pour desservir les différentes populations qui sont à l'intérieur du pays.
C'est la porte d'entrée de ces deux provinces-là. Oui, les deux aéroports-là, Goma et Bukavu, mes frères qui sont à Chabunda, mes frères qui sont à Mwenga, Fizi, partout là-bas, ils n'ont pas de médicaments pour le moment. Les gens ne se font pas soigner. Il n'y a pas de sel. Donc la vie, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière. Et les cours d'eau du Kivu ne sont pas navigables. Les lacs sont navigables, oui, mais pas les cours d'eau. C'est-à-dire la question humanitaire, elle est vraiment pendante, elle est vraiment très préoccupante. T'imagines, c'est la guerre, les blessés de guerre ne peuvent pas venir se faire soigner. Ça, c'est un problème. Mais, on demande la bonne foi. Question. Est-ce que ouvrir l'aéroport est plus humanitaire qu'ouvrir les banques? Parce que les banques sont fermées. Et les banques renferment l'argent des citoyens. Et les banques renferment les salaires des Congolais. Ceux qui vont négocier pour le compte du gouvernement, vous cherchez d'abord à récupérer récupérer la souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Mais faites un bon signe pour les malades, pour l'aéroport ou pour les salaires. Je crois qu'il y a un problème dans ce sens-là. Le gouvernement voudrait qu'on mette un mécanisme au travers MONUSCO qu'eux commencent à atterrir, qu'on commence à utiliser l'aéroport de Goma, les business. Mais ce qui est plus social et plus humanitaire, ce sont les banques. Parce que c'est là où il y a l'argent. Comment tu vas faire? À l'Est, les gens sont dans une galère terrible. Tu t'imagines, ces fonctionnaires de l'Est ne sont pas payés. Parce que tout l'argent devrait passer par des banques. Bon, les commerçants qui avaient mis leur argent en banque, ils n'ont pas accès à ça. Parce qu'on a déconnecté. Il semble qu'il y a un système électronique où on a déconnecté, donc les banques ne sont pas connectées dans notre système SWIFT de la République démocratique du Congo. Voilà des signes. Voilà des signes. Nous avons des prisonniers de faciès. Ici, à Kinshasa, si tu es originaire de l'Est, tu viens de là, tu es le premier suspect à trahir. Mais personne ne pouvait imaginer qu'Ibalanque pouvait servir aussi l'M23. Parce que Daniel Saf peut être là. Et pourtant, ils sont originaires d'ici. Et je crois que si le régime n'était pas très violent pour empêcher aux gens de passer, peut-être nombreux seraient déjà là-bas. Donc, si on fait des signes pour accélérer les négociations, ce sont de bonnes fois. Moi, j'ai participé aux négociations sous le RCD. Ça a pris 5 ans. Les négociations, généralement, c'est difficile. Tu vois ce qui se passe avec l'Iran et les États-Unis. Donc, on ouvre les détroits le matin, Trump fait une mauvaise déclaration, on ferme, tantôt au mode de bonne foi, tantôt... Donc, la preuve de bonne foi pour le gouvernement de Kinshasa devrait d'abord passer par ouvrir les banques. Je crois que c'est un préalable, c'est un préalable gouvernemental. On semble négliger nous qui sommes opposants, non institutionnels et non armés. On considère, vous savez, dans ces pays, nos amis qui dirigent croyaient que les opposants, il fallait qu'ils cassent, il fallait qu'ils organisent des marches. Non, nous on a compris que c'est leur slogan qui fait leur opposition. Quand vous dites que le peuple d'abord, vous mangerez 6 fois par jour, vous ne mangez pas 6 fois par jour. Les policiers, vous aurez des véhicules, vous aurez une maison, lorsque vous n'en avez pas. Bon, lorsqu'on constate qu'on ne sait pas circuler à Kinshasa, une avenue de 800 mètres, on peut réhabiliter ça pendant 3 ans. Nos amis aussi qui sont là, ils savent qu'on ne peut pas tout s'accaparer. Nos amis, ils gardent et l'argent et le pouvoir, même le refus de dialoguer. C'est pour dire non, on n'ouvre pas le gouvernement. Les opposants ne peuvent pas entrer là-dedans. Nous qui sommes là, on reste. D'accord, vous allez rester, mais le mandat prend fin. Et le peuple sera très, très, très attentif les jours des élections contre les animateurs de ce régime. L'histoire a toujours démontré que 15% reviennent au Parlement. Les parlementaires, là, c'est 15%. Mais je crois que pour ces cas, machine ou pas, je crois qu'ils seront 2 ou 3% probablement. Parce que même les députés sont tellement chosifiés au point qu'ils ne font plus rien. Non, l'insécurité, généralement, est causée par la famine. C'est quand vous avez faim que l'insécurité s'accroît. J'ai appris qu'au Kasaï,
tu ne peux pas griller les ndakala. Parce que si les voisins seulement entendent les sons là de tchalalalala, mais vous êtes agressé la nuit. Maintenant, les gens mangent les ndakala crus pour que l'odeur là, on dit comment toi tu as mangé. Quand il pleut, tu laisses le bassin dehors, on prend. On vole tout finalement. Ceux qui volent ont aussi leurs raisons. Généralement, c'est la famine, la jalousie, hein, les gains faciles, tout ça. Et le ministre de l'Intérieur, le pauvre Jacquemin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est très malheureux parce que la population ne mange pas. Mais il est le numéro 1 des ministres. Au Congo, ce sont les ministres sectoriels qui ont le plein pouvoir d'exécution. Le président n'a pas le plein pouvoir. Tu comprends ça? Le président d'ailleurs, parce que lui, tout document qui ici doit être contresigné par le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas le pouvoir d'injonction. Le Premier ministre ne peut pas donner l'ordre à un directeur provincial, ne peut pas donner l'ordre à un secrétaire général. Mais les ministères sont la charge des ministres. Le ministre peut révoquer, il peut nommer, il peut orienter, il peut décider. Au Congo, tous les pouvoirs sont entre les mains des ministres. C'est pourquoi on lui reproche. D'ailleurs, pour poursuivre, on fait toutes les actions au nom du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas responsable devant le peuple. Il n'est pas responsable au Parlement des actes qu'on pose. C'est pourquoi on n'interpelle jamais le président quand on dit même s'il y a l'insécurité. Pourquoi les gens n'interpellent pas le président? Parce que même le ministre, quand il se déplace, il dit toujours sous le haut patronat du chef de l'État. Parce que la Constitution dit que le chef de l'État n'est pas responsable de ses actes devant le Parlement. Mais pourquoi on n'interpelle pas Madame la Première ministre quand il y a l'insécurité? Parce que la Constitution dit qu'elle n'a pas le pouvoir d'injonction. Elle n'a pas le pouvoir d'exécution. Le comité exécutif, c'est le ministre. C'est pourquoi on s'en prend au ministre. Mais fort malheureusement, les ministres aussi, il n'a pas la gestion de son budget. Le budget sectoriel du ministère de l'Intérieur, là. Lui aussi doit passer par le ministère du budget. Il faut que ça soit programmé, ça y est aux finances, l'approbation du chef du gouvernement, l'approbation du président, Banque centrale, tout ça. Donc, on va lui dire que nous sommes en guerre. Beaucoup de gens sont fiers quand ils sont ministres, mais au Congo, être ministre, vous souffrez. Parce que tu n'as pas le pouvoir d'améliorer les conditions de vie des gens. Nous sommes en train de vivre, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va arrêter ce qui est en train d'arriver. Je te dis, la première cause de l'insécurité est Zanzala. Nous ne mangeons pas. Deuxièmement, nous ne circulons pas. Il n'y a pas de moyen de transport. On ne sait pas circuler. On ne sait même pas aller à l'intérieur du pays. Si tu as tes fermes à l'est, tu vas faire comment? Tu ne sais pas aller. Donc il y a beaucoup de petites choses. C'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est une famille. La bonne gouvernance, comme disait ma tante Apogno, exige le leadership éclairé vis-à-vis des dirigeants. Non, c'est une violation de la Constitution. En droit, il y a le concept qu'on dit le pouvoir contraire. C'est-à-dire c'est celui qui t'a mis là-bas qui peut te faire sortir. Voici la procédure pour devenir gouverneur en République démocratique du Congo. Tu peux être indépendant, tout comme tu peux être député provincial. La Constitution dit c'est entre les pairs, c'est-à-dire c'est l'Assemblée provinciale qui se réunit à une session électorale. Tu comprends? Et désigne l'un d'eux. La CENI vient organiser, celui qui passe, on dépose à la cour d'appel et la justice. Parce que les élections aussi chez nous, la CENI facilite, mais c'est la justice qui élise les gens. Et c'est tout. Dès que la cour d'appel constate qu'il y a irrégularité, tu es proclamé gouverneur de province. En principe, ça devrait se limiter là-bas. La Constitution dit les provinces sont dirigées par le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Un gouvernement provincial est mis en place, constituer les représentants de chaque territoire. Voilà. Par exemple, pour le Sud Kivu, vous avez 8 territoires, on doit avoir 8 ministres provinciaux. Tu vois, il y avait même une tricherie, je crois que c'est venu au Katanga, on commençait à ajouter des secrétaires, aux secrétaires généraux, secrétaires de ceci. Non, mais c'est une tricherie. La loi dit
que la province est dirigée par le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Nos amis qui ont négocié, les belligérants venus de la partie, on les appelait à l'époque, venus de la partie gouvernementale, ceux qui ont négocié pour Kabila à l'époque, pensaient qu'il ne fallait pas lui vider les substances du pouvoir. Comme ça, on a créé des passerelles. La conférence des gouverneurs peut prendre quelle décision? Aucune. Parce que ce sont des mécanismes mis pour que le président conseille. Bolandarango, nous tous nous suivons, non? Le président dit seulement, travailler ceci, mais il n'y aura aucune décision. C'est comme quand on prend, quand il y a une réunion là, au Conseil supérieur de la défense ou le chef de l'État, quand il y a des matières, il réunit les chefs des institutions. On appelle ça la réunion interinstitutionnelle. Ça prend quelle décision? Aucune. Le président consulte seulement, hein, ou il écoute les avis. Mais pour faire la guerre, on dit il écoute les conseils supérieurs, il écoute l'armée, il écoute le ministre de la Défense, il va au conseil des ministres, et puis il écoute le Parlement et le Sénat, il prend la décision. Ça, c'est l'article 83, je crois, et 143. Mais pour le gouverneur, non. Le ministre de l'Intérieur n'a aucun pouvoir légalien sur un gouverneur, parce qu'au-dessus du gouverneur, il y a l'Assemblée provinciale. Au-dessus du gouverneur, ce n'est pas le gouvernement central. Non, non. C'est une violation de la Constitution. Et les gens, bon, sont habitués à faire ça, vous convoquez, vous fermez l'Assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que l'argument maintenant qu'il va utiliser, source d'insécurité, instabilité, hein, bon, parce qu'il considère que c'est lui qui contrôle la sécurité. Mais maintenant, là, nous, on nous tue partout et on ne mange pas. Il fait quoi? Voilà la première mission du ministre de l'Intérieur. C'est là où on devrait les sentir se déployer parce qu'un citoyen est menacé. C'est lui qui veille sur la sécurité des citoyens. Il devrait se déplacer, voir son ministre de la Défense pour dire mais tes hommes-là déstabilisent mes hommes. Parce que les militaires sont gérés par le ministre de la Défense. Les paisibles citoyens est géré par le ministre de l'Intérieur. Bon, pourquoi il laisse qu'on tabasse quelqu'un? Alors, la justice, c'est où? Vous savez, les procureurs devraient avoir le courage de s'autosaisir des dossiers. Ça relève des attributions du procureur. Le magistrat peut s'autosaisir des dossiers. Même quand il regarde la télé, Bon, nous avons vu, on a interpellé plus de 3 millions de dollars à l'aéroport. Aucun procès jusqu'à aujourd'hui. On devrait organiser un procès à la fréquence. Bon, si le monsieur était fouetté et qu'il mourait, probablement il y aurait un procès. Bon, comme il n'est pas d'une grande famille connue, il n'y aurait rien aussi. Mais ceux qui ont tabassé là, il devait y avoir un procès. Vous avez vu un jour le cortège de madame la première ministre a violé la bande. Et puis, par brutalité, on a chicoté un policier et il en est mort. Il y a eu un procès. Il y a eu un procès et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là sont arrêtés. Il y a un monsieur qui est de la mer. Rentrant d'une fête, peut-être il était un peu en surcharge émotionnelle, il trouve des garçons chez lui à 4 h du matin en train de discuter avec ses filles. Il ordonne qu'on tabasse les enfants. Ces enfants-là sont torturés. Mais il y a un procès. Il y a un procès, pourquoi? Parce que la maman, Marie-Ange Mouchoubé, qui fut ministre des Droits humains, connaît la loi, a saisi l'auditorat. D'abord pour qu'on signe les militaires qui ont chicoté, ils sont arrêtés aujourd'hui. Bon, maintenant, celui qui a donné l'ordre, comme il est un peu plus fort, bon, ça prend un peu du temps, mais la justice est là. Comment on peut chicoter un citoyen et il n'y a rien qui s'est fait? Nous sommes tous égaux devant la loi. L'État doit nous protéger, nous tous. Le ministre de l'Intérieur devrait se saisir comme partie civile au dossier et donner les avocats à ces garçons-là qu'on amène ces gens-là en justice. Ils vont dire, bon, qui vous a donné l'ordre? Parce que même la chanteuse qui est d'ailleurs notre belle-sœur, parce qu'elle a notre enfant, nous autres, par Monodo leader, Inonce Bi, que je salue. Bon, notre belle-sœur a dit qu'elle n'a pas donné l'ordre.
et que les images ont été filmées par une voisine. Donc il y a beaucoup de... Ce n'est pas à nous de démontrer ça. Ma question, c'est de savoir pourquoi on est au-delà de 48 heures, 72 heures. La justice ne s'était pas encore saisie du dossier. C'est le pouvoir de la justice de s'auto-saisir du dossier. Une plainte devrait être adressée pour protéger les garçons qui s'est fait chicoter. Et il a volé combien? 50 $. C'est-à-dire, il a faim. C'est-à-dire, même la personne qui a donné l'ordre devrait quand même comprendre. Je vis tous les jours avec... C'est comme toi, tu es avec votre caméraman, avec ton équipe. Vous allez quelque part au reportage. Malheureusement, nous sommes de l'opposition, on ne vous donne rien. Mais là où vous venez, là, des membres de l'Union sacrée, si on vous donne quelque chose, les petits fait des fausses manœuvres, il récupère quand même un billet de 50 $ parce qu'il a un problème de dents, ou bien il doit régler un petit problème de diarrhée de sa fille à la maison. Tu vas chicoter, le caméraman va devenir Bakanja. Donc, la justice doit être partout. Il joue aux abonnés absents. Mais je crois qu'il faudrait que les gens, les droits de l'homme devraient déposer plainte. Je vais poser la question à mes avocats, aux avocats du parti, pour voir si on peut se constituer partie civile dans ces dossiers-là. Mais ça va finir parce qu'on dit déjà que non, il y a un appel. Il y a même l'autre qui a tué son ami dans un hôtel, mais tu apprends qu'il y a eu un coup de fil qui a ordonné qu'il traverse la frontière. Voilà le rôle du ministère de l'Intérieur. Lui qui gère les frontières, tout ça. Il est le patron de la DGM, non? N'est-ce pas? Le tueur là, il est où? Voilà le travail du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas convoquer les gouverneurs, tout ça, non. C'est pas ça. On viole la Constitution. C'est la faute de nous, partis politiques. Parce qu'à l'article 8 de la Constitution, on nous recommande de former des militants et de leur donner une éducation civique. Ça, c'est l'article 8 de notre Constitution. Tout parti politique doit former ses militants. Or, nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, les partis politiques doivent apprendre à ses militants d'abord la Constitution.